Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sous le soleil du Palais Brongniart. Bienvenue à cet atelier organisé par FIS autour de problématiques qui nous attendent demain et auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui avec les paiements. J'ai l'honneur insigne de recevoir Olivier Grandval, Clément Richard, de Louis Dreyfus Compagnie. Ils vous expliqueront un peu ce qu'ils font chez Louis Dreyfus, parce qu'ils ont des titres très complexes. Ensuite, pour FIS, Laurent Delalio. Et quelqu'un qu'on ne présente plus, si vous étiez déjà là à 9h45 ce matin, Olivier Ringard de chez Utsit. Alors en fait, le but de cet atelier, c'est que vous puissiez poser plein de questions, mais on a quand même préparé plein de réponses. Donc on va essayer globalement de donner les réponses. Et si jamais il y en a une que vous attendez et que nous n'avons pas donnée, ben vous posez la question. Ça vous va? Parfait. Alors merci beaucoup. Donc je vais commencer tout simplement par vous demander à chacun de vous présenter en deux mots. En deux mots. Donc, je suis Olivier Grandval, je travaille chez LDC depuis 4 ans et j'implémente les solutions de trésorerie au sein du groupe. Je suis Clément Richard, donc je travaille dans l'équipe d'Olivier Grandval au sein de l'équipe projet trésorerie chez LDC et je fais la même chose que lui. Et Clément est breton. Exactement. Bonjour à tous, Laurent Dallaglio, je suis consultant à FIS et j'implémente notamment la solution Trax d'FIS. J'ai rejoint FIS l'année dernière et avant ça, j'ai travaillé 10 ans en tant que chef de projet chez LVMH, chez qui j'ai implémenté Trax également. Et donc Olivier Ringard, je travaille chez Utsit comme directeur de mission et je participe à des projets de communication bancaire. Et même si je travaille chez Utsit, je ne suis pas breton. Comme quoi, vous voyez, l'ouverture est une vertu chez Utsit. Alors j'avais une première question tout simplement pour Olivier et Clément. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer quels sont vos défis du moment en matière de trésorerie et de paiement évidemment? Alors, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement le contexte. LDC, c'est un acteur du négoce en matière première agricole, qui est d'ailleurs aujourd'hui au cœur des problématiques géopolitiques dont tout le monde entend parler, hein, évidemment. On intervient sur toute la chaîne de valeur, de l'origination jusqu'à la distribution, en passant par le pur trading. Et d'ailleurs, ça impacte nos modèles de paiement au sein de chaque pays qui a une des 3 dominantes citées. Donc on fait plusieurs types de trading, du trading de commo pur, donc café, coton, céréales et oléagineux, ça se prononce très mal en français ça, jus, riz, sucre, et depuis récemment on fait du trading de crédit carbone. Voilà. Si on applique ça, donc c'est un groupe qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires, 700 millions de résultats nets. On est 17 000 employés. En termes de nombre de paiements, on est autour de 600 000 par an. On fait des paiements high value principalement, ce qui rend notre process ultra critique. Et d'ailleurs, c'est la valeur ajoutée du groupe. Et si on se focalise sur les enjeux et défis de LDC, ils sont principalement autour de la donnée. Alors ça peut se décliner sur des sujets de type sécurité du process de paiement ou externalisation, hébergement de la donnée. Merci Olivier. Et je propose que l'on prenne les préoccupations dans l'ordre inverse. D'accord. À ce qu'on avait préparé comme ça, alors c'est plus facile. Ça vous va? Très bien. Très bien. Alors la première donc, de ces préoccupations, ça concerne l'externalisation, cloud ou pas cloud. Et donc là, je voudrais d'abord poser la question tout simplement à Olivier. Il faut toujours démarrer par le consultant. Et donc Olivier, quelques mots de consultant sur cloud ou pas cloud. Donc oui, de plus en plus, la question se pose pour les clients qu'Utsit accompagne dans le cas d'appel d'offres. Est-ce que j'externalise ou est-ce que je continue à héberger mes applications? On voit qu'il y a 2 types de clients avec des cultures très différentes. Donc il y a des clients dont la DSI est déjà dans le process d'externalisation. Donc la question
est finalement assez simple à régler. Et puis on a des clients dont la culture est plutôt de continuer à héberger les applications. Et donc là, souvent, il faut les convaincre de se lancer dans des projets d'externalisation. Côté éditeur, on a des éditeurs qui ne proposent que des solutions de type SaaS. Et puis on a des éditeurs comme FIS qui proposent un peu toutes les options, licence hébergée, cloud privé ou SaaS. Et donc là, le client doit se poser les questions des avantages et des inconvénients. Et donc, quand on part sur du cloud SaaS, tout mutualisé, on peut un peu moins customiser ces solutions. Alors que si on héberge ou on fait de l'hébergement dédié de licence, on peut finalement customiser à loisir son application. Et donc Laurent, vous qui êtes confronté aux demandes de vos clients, est-ce qu'il y a une tendance cloud ou au contraire hébergement privé ou licence chez le client? Alors nous, on voit clairement chez nos clients, 90% de nos nouveaux clients choisissent d'être hébergés chez FIS. La question qui se pose souvent, c'est externalisation ou pas externalisation. Je ne suis pas sales, donc je ne vais pas essayer de vous vendre quoi que ce soit. Je vais juste prendre ma casquette d'ancien chef de projet et de consultant implémentation. Aujourd'hui, on voit clairement la différence entre des projets d'implémentation internalisés et externalisés. Des choses toutes bêtes, quand un éditeur envoie une spécification à un client avec tel nombre de machines, tel nombre de cœurs, tel nombre de CPU, de RAM, etc., en général, le client reçoit ça, l'envoie à son IT, l'IT dit on n'a pas besoin d'autant de choses, donc on va finalement un petit peu réduire les machines. On se rend compte 3 mois plus tard qu'on a des problèmes de performance, ce qui veut dire ticket, ce qui veut dire resizer les machines, ça prend du temps du coup. Alors que si c'est directement hébergé chez nous, on a directement les bonnes tailles de machines, on suit les spécifications, enfin sur nos spécifications. Idem pendant les projets d'implémentation ou pendant le run, c'est toujours plus simple pour un éditeur d'avoir accès directement aux bases de données, d'avoir accès aux logs, d'avoir accès à l'application pour investiguer en cas de problème ou pour délivrer de la configuration. Tandis que quand on n'est pas externalisé chez l'éditeur, ça veut dire vous envoyez la configuration, vous faites un ticket auprès de votre IT ou auprès d'un autre hébergeur. Ça a un coût, ça prend du temps. Souvent, ce ne sont pas les mêmes personnes qui traitent les tickets d'un ticket à l'autre. Donc voilà, on voit clairement en tout cas en termes de projet d'implémentation ou de projet run la différence entre externalisation chez l'éditeur et externalisation autre ou internalisation. Et en fait, si on veut garder ça chez soi, il faut avoir une confiance énorme dans son IT. Est-ce que c'est le cas chez LDC? Alors nous, on adore notre IT. Mais il se trouve que le sujet hébergement est un sujet au cœur de la stratégie du groupe, hein, clairement. Il se trouve que la roadmap fait qu'on a priorisé la migration sur le cloud des ERP avant de se pencher sur le sujet de Trax, en l'occurrence. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors donc ça, c'était un amuse-bouche autour de cette question de l'externalisation. Et donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, donc la question de la sécurité. Et comme de bien entendu, le consultant Olivier. Donc forcément, qui dit externalisation se pose la question de la sécurité. Si je rentre tout de suite dans les sujets récents, il y a le CSP de Swift, donc de plus en plus de contraintes pour les clients qui hébergent leurs applications et leurs interfaces de connexion à Swift. Et finalement, on a vu pour les clients qu'on avait accompagnés qu'il était beaucoup plus simple de s'appuyer sur les résultats envoyés par l'éditeur hébergeur que lancer des projets en interne avec la DSI pour vérifier son niveau de conformité. Donc, concernant LDC, comment s'est passé le CSP, vous qui hébergez encore votre infrastructure? Ouais, donc au niveau de la configuration actuelle du TSG, donc c'est le Trax Swift Gateway qui nous permet de relier Trax aux infrastructures Swift. Chez LDC, avec cette configuration actuelle, on doit réaliser tous les ans ce fameux audit CSP, donc le Swift Customer Security Program. Et c'est un audit qui est assez chronophage pour nos équipes en interne et qui est aussi coûteux. Cependant, avec la bascule vers le Bank Connector, qui va venir remplacer ce TSG, ça va nous permettre de sortir, de diminuer les contraintes de cet audit CSP. Donc on a vraiment hâte de basculer sur ce nouveau module de Trax. J'ai une petite question pour Laurent. Le Bank Connector, et la différence entre le Bank Connector et la TSG, il y a un problème d'externalisation là-dedans ou pas? Non, alors en fait, TSG était surtout notre ancienne version de module de communication à Swift, donc qui ne permettait que de se connecter à Swift.
Bank Connector est un petit peu la nouvelle formule qui permet entre autres de gérer effectivement la communication à Swift, mais aussi des API et un petit peu tous les nouveaux modes de communication. Et en plus, c'est une solution qui est chez nous, donc il n'y a plus ces problématiques de CSP. On est tamponné par Swift et on a déjà passé on a déjà éprouvé toutes les questions Swift sur ces sujets-là. Donc elle est externalisée. Exactement. Merci Laurent. Peut-être un petit mot complémentaire sur la sécurité, Clément et Olivier. Oui. Donc, au niveau de la sécurité des process de paiement, Trax joue un rôle clé, un rôle de filet de sécurité, ce qui nous permet d'appliquer plusieurs contrôles, donc des contrôles de cohérence BKIBAN via l'intégration des données du Swift Referential. Il nous permet aussi d'appliquer des contrôles sur des paiements vers des nouveaux comptes de contrepartie qu'on a déjà payés dans le passé sur d'anciens comptes. Donc ça, c'est via le module de détection de la fraude. Donc, par exemple, pour une contrepartie A qu'on a payée les 10 premières fois sur son compte numéro 1, la première fois, on va la payer sur un compte différent de ce compte initial. Trax va nous aider à flaguer ce type de paiement pour que nos signataires puissent vérifier et demander aux équipes qui ont déclenché le paiement un contrôle additionnel sur est-ce que ce nouveau compte a bien lieu d'être. Trax permet aussi des contrôles d'identification de paiements potentiellement frauduleux via le screening de blacklist. Donc, ça nous permet d'identifier, selon une liste qu'on a à disposition, tout paiement vers ces comptes frauduleux va être bloqué. Donc Trax, in fine, c'est un bon moyen pour diffuser la culture paiement au sein du groupe. Alors, chez nous, c'est comme ça qu'on le voit. Parce que, étant donné sa position en aval du process de paiement, donc juste avant l'envoi en banque, ça nous permet de vérifier l'application de contrôle de contenu, de syntaxe des paiements dans les ERP grâce à des notifications envoyées aux utilisateurs. Alors j'ai une dernière petite question, je suis désolé, mais j'ai plein de questions. Dernière petite question qui concerne un point de la sécurité qui souvent n'est pas mis à l'intérieur de ce chapitre, mais que moi j'aime bien mettre dedans parce qu'en fait on trouve qu'un paiement s'est fait en toute sécurité quand il est bien arrivé et qu'on a la certitude qu'il a bien été booké sur le compte du bénéficiaire. Vous avez été l'un des pilotes de GPI. Est-ce que vous pouvez nous dire juste en 2 mots comment vous avez fait ça avec Trax et en quoi ça vous a changé la vie? J'adore le sujet GPI. Non, on l'a mis en place avec ce qu'on appelle nos core banques. Aujourd'hui, on est hyper satisfait d'avoir la possibilité dans Trax de voir l'avancement de notre paiement jusqu'au compte bénéficiaire avec tous les statuts qui reviennent en temps réel. Et alors, je vous disais au début, la vélocité du paiement est un sujet critique chez LDC. On fait plus de 25% de nos paiements à l'international. Avoir un paiement qui est crédité sur un compte de bénéficiaire 10 minutes après avoir été émis à l'ouverture du marché US, comparé à 1-2 jours avant, c'est un luxe incroyable. Incroyable. Donc GPI, c'est un produit de luxe, mais à un prix abordable. À un prix transparent, puisqu'on a effectivement les charges associées au paiement. Et d'ailleurs, on est toujours, maintenant qu'on a une base suffisamment large d'informations, on est capable de challenger les corridors de paiement, donc les intermédiaires par lesquels on va passer pour atteindre une destination donnée. Et ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup Olivier. Alors, petite question, vous avez commencé par la question de la donnée. J'imagine que toutes ces questions de données dans les paiements sont aussi critiques pour que le paiement arrive bien jusqu'au bout. Et donc, je propose que l'on démarre par Olivier. Oui, sur les adresses structurées et non structurées. Donc Olivier parlait de virements internationaux qu'il souhaite exécuter le plus vite possible, donc il n'y ait pas de rejet. On parlait tout à l'heure de filtrage, donc les banques de plus en plus ont la pression pour filtrer les messages qui sont envoyés et vérifier les coordonnées et l'identité des bénéficiaires. Et pour faire ces filtrages de manière efficace et justement éviter les faux rejets, ils demandent de plus en plus à avoir des adresses structurées afin de pouvoir identifier clairement la ville, la rue, et ne pas confondre un client habitant rue de Moscou à Paris
ou rue de Paris à Moscou. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que vous allez, en tant que trésorier, ou vous avez déjà reçu des messages de vos banques vous disant que vous devez de plus en plus structurer vos messages. Donc première partie, comment le faire, on le verra avec les messages ISO 20022. En parallèle de ça, on en a parlé pendant ces ateliers, les banques, entre elles, ont initié un projet de migration ISO 20022. Alors elles vont pas aller toutes à la même vitesse, et donc il y a des banques qui sont déjà prêtes, et puis probablement des banques qui seront plutôt prêtes vers 2025. Et donc il va falloir, dans cette période, pour une entreprise, probablement devoir gérer plusieurs formats, passer en ISO 20022 d'un côté et continuer à utiliser les anciens formats de l'autre. Donc vous qui êtes confrontés déjà à ces questions côté LDC, est-ce que vous avez des défis sur cette migration ISO 20022 qui a déjà commencé? Oui, ça faisait aussi l'objet d'un atelier ce matin avec Natixis. Nous, chez LDC, par rapport à cette migration vers le nouveau format PAIN 001, on a plusieurs défis actuellement. Alors, le premier, c'est le défi de la disponibilité de ce format et de la connectivité FileAct chez les banques. Alors, la nature de notre business fait qu'on travaille avec de nombreuses banques dans de nombreux pays, et souvent des banques très locales. Et pour ce qui est du format, justement, ce format PAIN 001, on fait encore face de nombreuses fois à des banques qui ne proposent pas ce format, qui sont encore uniquement AMT. Donc là, pour nous, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est la non-application de la norme ISO dans ce format PAIN 001. Donc il y a des banques, pas plus tard qu'il y a quelques semaines à Singapour, qui proposent ce format PAIN 001, mais par contre qui appliquent encore des limitations du MT101 à l'intérieur. Donc par exemple, sur le nom du bénéficiaire, le champ était toujours limité dans ce format PAIN à 35 caractères. Et pour nous, c'est un réel problème quand on doit payer des bénéficiaires en Chine ou au Vietnam, où les banques bénéficiaires exigent que le nom du bénéficiaire dans l'instruction de paiement et celui qu'elle a enregistré à la banque soit exactement le même. Donc s'il nous manque 3 lettres et un point-virgule, les fonds nous reviennent. Donc là, pour nous, on fait vraiment face à une sous-utilisation des capacités du format par les banques. Et le troisième défi, c'est celui qu'Olivier évoquait, c'est ces fameuses adresses qui deviennent obligatoires dans ces formats de fichiers, donc qui ne l'étaient pas en MT101. Donc pour nous, dans nos bases de données fournisseurs, on a encore un certain nombre de ces fournisseurs qui n'ont pas d'adresse. Et pour ceux qui les ont, elles sont loin d'être structurées. Donc pour se mettre à la page, il y a un énorme travail de notre côté et ça peut être très critique pour les paiements assez rapidement. C'est un sujet, je crois, crucial que tout le monde doit absolument avoir en tête. La question que l'on appelle couramment migration ISO 20022, en fait, est une question prioritairement de qualité des adresses dans les systèmes amont, c'est-à-dire les ERP, les systèmes RH, etc. C'est-à-dire tout système qui est destiné à émettre un paiement international, en fait, va devoir rapidement, et on peut dire que idéalement pour le 22 novembre 2022, c'est-à-dire hier, quoi, même si c'est un peu demain, donc avoir des adresses correctement structurées. Quand on dit correctement structurées, c'est pas non plus extrêmement compliqué, c'est avoir le nom du bénéficiaire dans un champ, la ville du bénéficiaire dans un autre champ, le code postal quand il existe dans un troisième champ, et le pays dans un autre champ. Puis après, la ligne d'adresse peut être un peu plus complexe. Mais voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, quand on a de multiples ERP, je pense que ça peut être un énorme défi. Et peut-être qu'avoir au milieu une machine qui est capable facilement, si j'ose dire, d'établir des règles. Je me souviens qu'on appelait Trax à l'époque un moteur de règles. C'est comme ça que les fondateurs l'avaient appelé. Et donc, je pense qu'avoir un moteur de règles au milieu pour essayer de gérer le problème, ça peut être utile. Oui, exactement. Alors, on ne pourra pas régler le problème si l'adresse n'est pas complètement envoyée par l'ERP au départ. Trax ne pourra pas l'inventer. Mais par contre, effectivement, si l'adresse est splittée sur plusieurs champs, Trax est complètement capable de la reconstituer sur une seule ligne. Idem pour le nom. Si vous la mettez dans plusieurs balises, parce que telle banque le demande aujourd'hui dans plusieurs balises, on est capable de reconstituer dans le champ nom
à 140 caractères. Donc on a dans Trax en fait aujourd'hui un module de conversion qui est standard, donc c'est pas quelque chose qu'on vend en plus, qui est standard, et qui permet en fait, quel que soit le format d'entrée de votre fichier de paiement, de le convertir en format XML derrière, compatible avec ce qu'attend la banque. Avec des règles qu'on peut paramétrer par pays, par méthode de paiement, par banque. Donc effectivement, si telle banque à Singapour demande une règle et une autre à Taïwan en demande une autre, on peut tout à fait paramétrer et être flexible à ce niveau-là. Donc effectivement, c'est pas mal d'avoir un outil au milieu qui peut potentiellement convertir et permettre d'atteindre cette deadline de 2022 ou 2025 et d'être en conformité avec ce que va demander Swift et les banques. Sachant que, si je peux me permettre, nous vraiment le gros challenge, c'est le manque de standardisation au niveau des banques sur ce format PAIN. C'est ce qu'on attend de ce format PAIN et au final, on est obligé de continuer de gérer de multiples règles par banque, par pays. Et sans Trax, ça serait vraiment compliqué. Ce qui est parfois très compliqué à gérer, effectivement, quand on a une multitude d'ERP, c'est compliqué de dire, dans le même ERP, je vais avoir une règle pour telle banque à Singapour, l'autre à Taïwan, dans un autre ERP, encore une règle différente pour Singapour. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir un outil central qui peut gérer cette conversion sans avoir à faire la moindre conversion dans vos propres outils chez vous. Je crois que c'est un point, j'insiste largement, mais ce point de la migration ISO 20022 ou de tout ce qui tourne autour de la donnée des adresses dans les paiements est un point qui va nous préoccuper et je pense occuper largement nos équipes pendant les années qui viennent. Et je pense qu'on n'en a pas encore tout à fait pris la mesure. Voilà. Même si tout est faisable, mais voilà, je pense qu'on n'a pas tout à fait pris la mesure. Mais dans ISO 20022, donc on en parle beaucoup pour les paiements, mais en fait finalement on peut s'en servir aussi peut-être pour les messages retour, pour l'information sur les comptes. Oui, et donc les banques entre elles vont devoir migrer, abandonner le MT 940 et le service FIN qu'elles utilisent aujourd'hui entre elles. Ce service va être remplacé par un service qui s'appelle FIN+, avec le format CAMT 054. Le petit X, c'est que Swift n'a pas prévu que les entreprises puissent utiliser ce service FIN+. Et donc les banques vont devoir continuer à maintenir le canal FIN pour les 940 avec les entreprises, et il est probable que certaines banques souhaitent un moment remplacer ce canal qu'elles n'utilisent plus avec les banques. Et donc il faut chercher des alternatives. Dans les alternatives que Swift est en train de regarder, il y a par exemple l'utilisation des API, et il commence à en faire la promotion. Et je crois que chez FIS, vous avez déjà travaillé sur ce sujet des API avec Swift. Oui, tout à fait. Alors, on travaille avec Swift depuis des années en partenariat. On avait travaillé sur Swift GPI à l'époque, on était pilote. Et effectivement, on a vu venir cet arrêt des messages AMT. Donc, on est déjà capable d'intégrer les CAMT 053 et 054. Mais on essaye même d'aller au-delà. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du Bank Connector qui est API compatible, donc qui sait gérer les API. On essaye de travailler avec Swift pour essayer de mettre en place des API avec les banques pour récupérer nos relevés intraday. Aujourd'hui, avoir une position intraday, il faut attendre un MT 942 qui potentiellement date d'il y a 1 heure, ce qui est un petit peu dommage quand on voit une position instantanée alors qu'on a un fichier qui date d'il y a 1 heure. On est en 2022, on sait sur notre téléphone, on a un push quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, mais on est incapable de connaître notre position instantanée via Swift. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des API pour juste envoyer une requête à Swift qui l'envoie à la banque et récupérer la position quand on en a besoin. Encore une fois, MT 942, on va recevoir 10 000 dans la journée potentiellement pour 2 qu'on va utiliser. Alors que là, avec une API, on a besoin de la position, on appuie, ça envoie à Swift qui transfère à la banque et on reçoit la position instantanée. Donc voilà, en tout cas, le sujet API est un sujet qu'on creuse parce qu'on pense chez FIS que c'est un sujet d'avenir, non seulement sur Swift, mais aussi pour se connecter à des solutions externes de screening, par exemple. Voilà, tout le monde investit sur les API, donc on est là-dessus aussi. Excellent. Excellent. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas qu'on tarde trop à prendre des questions de la salle, parce que j'ai peur que sinon, on n'ait pas le temps. Ça sera un peu dommage. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà pensé à sa question. Sinon, je peux en poser une, puis comme ça vous laisse le temps un peu de réfléchir. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Hugues, tu as une question? Voilà. Oui, il faut absolument parler dans le micro, sinon vous ne serez pas sur le film. Les API en question là, pour les soldes de compte, elles sont en construction ou déjà disponibles? Alors, il y a 2 réponses. Il y a aussi la réponse officielle et la réponse officieuse, mais en fait, certaines banques ont commencé à travailler sur le sujet, mais en fait, un petit peu comme sur le format ISO 20022, chaque banque fait un petit peu son API avec potentiellement ses spécifications dans son coin. Donc Swift a une réflexion en cours, je ne dis pas que ça va émerger, mais en tout cas, que ça va aboutir à quelque chose, mais en tout cas, il y a une réflexion en cours d'essayer de standardiser ces API pour les positions. Comme ça, en fait, du point de vue du corporate, on envoie une seule requête à Swift, Swift ensuite transfère à la banque,
et on reçoit la réponse. Donc s'il y a des divergences entre les banques, Swift gérera cette divergence, mais du point de vue du corporate, l'idée, encore une fois, c'est à l'état de réflexion, c'est qu'il n'y ait qu'un seul appel du corporate vers Swift, et ensuite Swift dispatch. Voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue de banque, aujourd'hui, c'est encore à l'état aussi de réflexion. Certaines banques ont commencé à avancer et sont presque prêtes. Mais encore une fois, comme sur l'ISO 20022, chaque banque fait un petit peu à sa sauce en fonction de son système pour le faire évoluer comme il peut. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein, Si on fait une mini digression sur le point qu'on vient d'avoir, par exemple, on prend le cas du GPI inbound, on peut le recevoir via un standard Swift MT199 aujourd'hui. Certaines banques aujourd'hui, parce que nous on s'intéresse beaucoup au sujet, ne vont le proposer qu'en API. Donc elles vont nous forcer finalement à aller vers ça. On ne va pas avoir trop de questions à se poser. Donc c'est aussi important de prendre cette considération en jeu. Je crois que c'est important parce qu'en fait, dans la problématique que Olivier soulevait de la mort de Fin pour les banques, on peut imaginer que la promesse de Swift pour les entreprises, il y a tout juste 20 ans, la promesse de Swift pour les entreprises, c'était de dire on peut atteindre finalement n'importe quelle banque, puisque toutes les banques de Swift sont sur Fin. La mort de Fin fait qu'on va se poser une petite problématique très forte que Clément a évoquée, hein, mais finalement, si les banques n'ont plus Fin, quel canal va être commun à toutes les banques? Et aujourd'hui, on se dirige clairement vers la gestion du canal plutôt API, plutôt que FileAct ou FinPlus, qui pour des raisons diverses, ne sont pas forcément adaptés. Aujourd'hui, FileAct, pour faire des paiements unitaires, c'est quand même écraser une mouche avec un marteau, un énorme marteau, donc il faut quand même viser juste, et là, très mal. Et sinon, FinPlus a vraiment été conçu pour les banques, et du coup, il n'est pas prévu pour l'instant du tout que les entreprises puissent y accéder. Donc la stratégie est clairement, on va utiliser des systèmes API, d'autant plus que en fait, cette technologie sert à tout le reste. Donc ça serait un peu dommage de continuer à utiliser des technologies spécifiques quand on peut utiliser des technologies pour tout le reste. D'autres questions sur la migration ISO 20022, sur la sécurité, sur les fonctionnalités de Trax? Ah, une question sur Trax, sur ISO 20022, sur les corridors de paiement. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que suite à l'utilisation de GPI, vous réfléchissez ou vous regardez comment rationaliser vos corridors de paiement. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que c'est choisir votre route pour être le plus rapide, pour être le... Du coup, on peut choisir l'intermédiaire par lequel on passe, puisqu'on peut le renseigner dans le paiement international, et effectivement optimiser les coûts ou la rapidité du processing. Clairement, on a des paiements vers des pays d'Europe de l'Est qui peuvent passer de 40 à 80 € de charge selon le corridor. Donc, ouais, ça devient vraiment stratégique vu le volume qu'on traite. C'est pas trop lourd à gérer? Bien sûr que c'est lourd à gérer. C'est affreux à gérer. Mais on revient sur des problématiques de données. C'est toujours une problématique de données. Mais effectivement, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui. Au moins, on a la visibilité, ce qu'on n'avait pas avant. D'autres questions? On arrive pile à l'heure, oui, on a le panneau fin qui s'affiche, donc ça veut dire qu'on est pile à l'heure. Donc si personne n'a de questions, nous allons remercier Olivier, Clément, Laurent et Olivier de nous avoir éclairés sur ces questions assez fondamentales qui concernent les paiements de main.